Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les règles sociétales et environnementales appliquées à l'immobilier. Donc bien évidemment, cette vidéo concerne les BTS PI, profession immobilière, principalement, même si elles peuvent évidemment en intéresser d'autres, ça va de soi. Alors on va commencer tout de suite. Et puis dernier point, concernant ce cours, les diagnostics obligatoires, ils sont nombreux. Alors pourquoi existent-ils? Ils permettent d'informer l'acquéreur ou le locataire sur certains aspects du logement qu'il projette d'acheter ou de louer. Donc on en a beaucoup, on va commencer par l'audit énergétique, qui est en fonction depuis le 1er avril 2023, lors d'une vente d'une maison individuelle ou un immeuble comportant plusieurs logements classés F ou G. Alors, qu'est-ce que ces logements classés F ou G? Ce sont les passoires thermiques. C'est-à-dire, il fait très chaud en été et très froid en hiver. Donc, pour que cet audit énergétique soit réalisé, il faut que le vendeur soit le seul propriétaire, l'unique propriétaire du bien. Il doit fournir donc cet audit au futur acquéreur ou au futur locataire. C'est valable également pour la location. Donc, il vient en complément du diagnostic de performance énergétique, le DPE, qu'on va voir immédiatement. Donc le voilà, le diagnostic de performance énergétique. Dans le cadre d'une location, il doit être réalisé dans tous les logements, sauf ceux destinés à être occupés moins de 4 mois par an. Donc notamment les personnes qui louent des biens sur Booking, par exemple, ne sont pas tenues à ce diagnostic puisque, en principe, les locations auront une durée inférieure à 4 mois. Donc il sert à évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre d'un logement ou d'un bâtiment. Donc il doit être effectué à l'initiative du propriétaire du logement qui loue son logement. Donc on l'appelle, vous le savez, le bailleur. Il doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel, évidemment, certifié. Il doit, in fine, intégrer ce DPE au dossier de diagnostic technique qu'on appelle le DDT et le remettre au futur locataire. Donc la responsabilité du bailleur peut être engagée s'il ne le transmet pas. Le locataire pourra faire un recours auprès du tribunal pour demander des dommages et intérêts, c'est-à-dire une somme d'argent destinée à réparer le préjudice. Dans le cadre d'une vente, on va retrouver à peu près la même chose. Donc le DPE doit être réalisé dans tous les logements qui sont à destination d'habitation. Il sert principalement à évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre d'un logement, comme pour la location. Il est effectué à l'initiative du propriétaire qui vend son logement, donc cette fois-ci c'est le vendeur. Il doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel certifié et intégrer la DDT, le DPE, à son dossier de diagnostic technique. Alors, de la même façon que pour la location, il peut être renvoyé devant un tribunal s'il ne répond pas à cette obligation. Alors, le CREP, constat de risque d'exposition au plomb, concerne la location ou la vente. J'ai un peu simplifié parce que je me suis aperçu que faire location ou vente, on retombe sur les mêmes choses. Donc là, je les ai mis ensemble. Location ou vente d'un logement, appartement, maison individuelle, s'il a été construit avant 1949. Donc le plomb, il est présent traditionnellement dans les anciennes peintures. C'est pourquoi il faut en faire un constat. Alors, ce diagnostic plomb consiste à mesurer la concentration en plomb, évidemment, des revêtements du logement pour identifier ceux contenant du plomb et décrire leur état de conservation. Il permet de repérer les situations de risque de saturnisme chez les enfants ou de dégradation du logement, le saturnisme étant une maladie provoquée par le plomb, bien évidemment. Le vendeur
ou le bailleur, dans le cas d'une location, doit faire réaliser ce diagnostic, là encore, par un professionnel certifié, ça va de soi. Alors l'état d'amiante ou diagnostic amiante, c'est un document qui mentionne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans un logement mis en vente. Donc les logements concernés par ce diagnostic sont ceux dont le permis de construire a été délivré avant juillet 1997. Encore une fois, on le répète, le vendeur doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel certifié. Le diagnostic termites et autres insectes xylophages. Alors, ce document doit être réalisé lorsque le logement est situé dans une zone où on a constaté par la préfecture qu'il y avait un risque d'infection sur ces sales petites bestioles qui peuvent provoquer, on le rappelle, l'effondrement d'une partie du logement. Alors, comment on sait si le logement se trouve sur cette zone? Eh bien, tout simplement, en consultant la carte que vous voyez sur l'infographie présente sur la diapositive, qui vous montre quels sont les départements pour lesquels le risque est présent d'infection à ces termites. Et donc, c'est en consultant cette carte que l'on saura si on est concerné ou pas par ce diagnostic termite. Donc l'état relatif à la présence de termites est un diagnostic qui donne des informations sur la présence ou non d'insectes xylophages, donc les termites en particulier, mais pas que, il y a également d'autres nuisibles qui peuvent porter atteinte à l'intégrité du bien. Le vendeur du logement, comme d'habitude, doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel. L'état de l'installation intérieure de gaz ou d'électricité, donc j'ai réuni les deux parce que c'est la même chose, sauf que dans un cas c'est le gaz et dans l'autre c'est l'électricité. Eh bien, cet état est à réaliser si la vente de logement concerne un bien dont l'installation de gaz ou l'installation électrique a plus de 15 ans. Donc l'état de l'installation intérieure de gaz ou d'électricité est un diagnostic qui évalue les risques pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et leurs biens, que ce soit le gaz ou l'électricité. Évidemment, il y a toujours des risques de catastrophes, explosions, incendies, etc. Si l'installation a déjà été modifiée et qu'elle a fait l'objet d'un certificat de conformité, il n'est pas besoin de faire réaliser un diagnostic gaz-électricité. Pour être valable, le certificat doit avoir moins de 3 ans avant la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente. Mais dans ce cas-là, le vendeur est dispensé de cet état puisqu'il a déjà été réalisé au préalable. L'état de l'installation d'assainissement non collectif, alors ça concerne les ventes d'une maison qui n'est pas raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Par exemple, s'il n'existe pas encore de réseau ou si le raccordement n'est techniquement pas réalisable parce que la maison se trouve sur une colline, etc. Donc, lorsque ce logement n'est pas raccordé au réseau public des collectes des eaux usées, il doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif autonome. Cette installation doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par la commune. Alors, ce contrôle donne lieu à un diagnostic appelé état de l'installation d'assainissement non collectif, donc uniquement dans le cas des biens non raccordés, évidemment. Le diagnostic immobilier sur les bruits des aéroports, alors évidemment que ça va concerner uniquement les biens à proximité d'un aéroport, ça va de soi, ou sur le circuit, le couloir emprunté par les avions d'un aéroport donné. Donc ce diagnostic est un document qui permet d'informer le futur locataire de l'existence de nuisances sonores aériennes. Si le bien immobilier loué ou vendu, on a dit futur locataire, mais ou le futur acquéreur, et si ce bien est situé dans une zone dite d'exposition au bruit des aéroports, et bien dans ce cas-là, il faudra faire réaliser ce diagnostic. Alors comment on sait si on est dans ce cas? Eh bien comme tout à l'heure, on va pouvoir consulter le plan d'exposition au bruit, le PEB, sur un service d'information qu'on trouve assez facilement en ligne. Les biens concernés par le diagnostic bruit sont les suivants: immeubles d'habitation, donc les maisons, ou mixtes, professionnels et habitation, et les terrains constructibles, bien évidemment. Voilà pour cette partie sur les réglementations environnementales
et sociétale. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.